Canal 3, Bénin, 7h, bonjour à tous. Merci de démarrer votre journée, votre semaine avec nous. Nous sommes lundi 29 juin 2020. Bienvenue donc sur Actu Matin. Wakhabalik Para, bonjour. Christian Tandédia, bonjour et bonjour à tous. Dans un instant, on va vous retrouver pour les gros titres de la presse. On appelle ça les unes des journaux sur Actu Matin. Mais avant, pandémie du coronavirus, les chiffres de ce matin, 1149 cas positifs, 827 personnes actuellement sous traitement, 306 guéris et 16 décès. La vigilance doit toujours être de mise, le strict respect des gestes barrières, surtout pour limiter la propagation de l'épidémie. Ceci dit, au sommaire ce lundi, nous irons à la rencontre d'un élu de la 4e mandature de la décentralisation. Tidjani Bani Chabi fait partie des 77 maires du Bénin. Il administre la commune de Kalalé, une activité qu'il devra concilier avec ses études puisqu'il est étudiant et il a 28 ans. Son jeune âge reste une curiosité au cœur de tout commentaire. Quelques semaines après son élection et sa prise de fonction, nous allons recueillir ses mots sur ses premiers pas de maire. Nous l'aurons au téléphone. Il y a, que des communes, dans certaines communes, l'harmonie est mise à mal. Des maires ont essuyé leur premier revers, une première convocation de session communale et des cas de boycott après Dangbo, Matéri et Kobli ont brillé par cet acte. Des conseillers n'ont pas répondu présent à l'invitation de leur maire. Analyse de ces situations ce matin. Et puis au Parlement, les députés élus de la 8e législature ont bouclé un an sous la conduite d'un bureau présidé par Louis Vlavonou, investi suivant les principes parlementaires. Ce matin, on passe au peigne fin sa gestion des affaires courantes du Parlement. On rappelle qu'il est déjà crédité de 2 rapports d'activité approuvés par ses collègues députés. Suffisant pour dire que l'homme du perchoir, deuxième personnalité de la République, fait un bon, excellent parcours. À suivre l'opinion du chroniqueur sur ses faits et gestes au forum de discussion. On en débat. Merci de votre fidélité. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. C'est l'info matinale sur Canal 3 et Actu Matin. Tout de suite, c'est les gros titres de la presse, les unes des journaux avec vous, Wakhabalik Para. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Les premières informations ce lundi matin nous viennent de fraternité. Entretien exclusif avec Arnaud Akapo, président de la CCIB. À cause du coronavirus, 80% des entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires. Professeur Achille Massougodi, l'Afrique sera probablement le prochain épicentre du coronavirus. Bourse de l'expertise comptable et financière offerte par Pigier Bénin des candidats à la conquête du DESCOGEF. UOMOA, performance de l'Union progressiste au communal, le littoral, 2e au plan national. Et puis, accident de circulation à Tchaourou, 2 morts et des blessés graves. 12 mois au perchoir, c'est le titre de la chronique signé Moïse Dossoumo. Moïse Dossoumo qui fait référence donc à l'an 1 du président Louis Vlavonou de l'Assemblée nationale. La nation, réponse du gouvernement aux conséquences du Covid-19, l'activité économique remise sur les rails. Face à la montée des cas de coronavirus, les imams sommés de faire respecter les consignes. Soleil levant, face au programme d'assainissement et d'aménagement du lac Nokoué, l'association Tofin Djelado prépare l'avenir des acteurs de pêche de Soava. Le président Simon Huessou, engagé pour la promotion des populations côtières,
Riveraine et Tofino. Solidarité nationale contre le coronavirus, plus de 2 milliards 600 millions de francs CFA offerts au gouvernement. Le Bénin compte désormais 16 morts. L'informateur, revue de la carte diplomatique du Bénin, 10 ambassades, une réforme salvatrice qui met fin au gaspillage des ressources Covid-19, mesures sociales, bientôt des virements par mobile aux artisans. L'économiste, atténuation de l'impact du coronavirus, la Banque mondiale octroie 29,23 milliards de francs CFA au Bénin. Tombola des factures normalisées, attribution de 102 lots de 20 000 à 500 000 francs CFA aux gagnants. Soleil Bénin Info, agitation autour du parrainage pour la présidentielle de 2021 qui manipule les jeunes, s'interroge le journal. Et puis, scandale relatif au concours frauduleux au point mort à la Haute Cour de justice. Quel avenir pour ce dossier? Défi Info, coopération du Bénin avec le reste du monde, la carte diplomatique du Bénin, revue, corrigée et rationalisée. Talons toujours dans l'efficacité. Gestion du Covid-19 au Bénin, clarification des mesures fiscales de soutien aux entreprises. Quotidien Le Meilleur, en 1 du président Louis Vlavonou à la tête du Parlement. Le CAV Bénin célèbre l'événement par une messe d'action de grâce et félicite le président Louis Vlavonou. Organisation des examens nationaux de licence et master au Bénin. Éléonore Yahi Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fait évaluer la phase expérimentale de 2017 à 2019. La presse du jour, panne électrique dans la zone aéroportuaire vendredi dernier. Jacques Paradis, directeur général de la SBE, présente ses excuses et rassure sa clientèle. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, des clarifications pour les chercheurs d'emploi et les entreprises. L'autre quotidien, éclaircissement sur les mesures d'allègement des impacts du coronavirus. Objectif, mettre les ressources à la disposition des bénéficiaires d'ici 4 semaines. Le challenge, deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino fait un début remarquable. Modification de la carte diplomatique du Bénin, 10 ambassades. Voici les mobiles. Bénin intelligent, député Sedami Fagla et Orden Aladati, ceux qui ont mis Cotonou dans le giron de l'Union progressiste. Programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Pourquoi il n'y a pas de discrimination? Injustice dans l'enseignement, les enseignants aspirants se plaignent à talons. La cloche, réforme de la carte diplomatique, le monde des diplomates, enfin assaini en 1 de la 8e législature, les réformes sous la présidence de Louis Vlavonou à la loupe. Les 4 vérités en 1 de la 8e législature, le point des réformes sous le président Louis Vlavonou. La ponctualité est devenue la règle d'or et le taux d'absentéisme a fortement baissé. Interruption d'énergie électrique à Cotonou vendredi dernier. Les clarifications de la SBEE. Les câbles remplacés le long du boulevard de la Marina ce lundi. La société présente ses excuses aux clients concernés par les désagréments. Matin libre pour finir. Après le diagnostic des élections communales de 2020, la jeunesse relance la machine UP de Boycon. Actualité politique, ce que Yaya et Aïva se sont dit. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur les propos, n'est-ce pas, issus de l'entretien du président de la CCIB. Il déclare qu'à cause du coronavirus,
près de 80% des entreprises déplorent la baisse de leur chiffre d'affaires. Justement, c'est un entretien exclusif à lire en page 2 du quotidien Fraternité sur des propos recueillis par Moïse Dossoumo. À cause de la COVID-19, 80% des entreprises déplorent une baisse du chiffre d'affaires. Ce sont là les propos de Arnold Akapo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et puis à l'Assemblée nationale, on parle du débat d'orientation budgétaire. Ça s'ouvre aujourd'hui. Le gouvernement est donc attendu au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Et parlons justement de cette actualité liée au coronavirus. Le professeur Achille Massouboudji s'est prononcé également en page 3 du quotidien Fraternité. Il faut éviter de copier ce qui se fait ailleurs, déclare-t-il. Le confinement n'a pas pour objectif d'arrêter l'épidémie. Le confinement a pour objectif de freiner l'épidémie de façon à ce que les cas graves qui arrivent dans le système sanitaire ne soient pas débordés par les capacités de prise en charge sanitaire. Ce sont là les propos du professeur Achille Massouboudji que vous avez la possibilité de découvrir dans le quotidien Fraternité ou si vous allez sur le www.fraternitébj.info. Ce matin, nous irons au Parlement. Ça fait un an pour l'actuel président du Parlement béninois, Louis Vlavonou. On va retrouver le chroniqueur dans un instant, Moïse Dossoumo, qui a décortiqué ces 12 mois au perchoir. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Moïse, bonjour. Bienvenue, merci de très bien vous installer. On va vous retrouver dans un instant, juste après les titres du mini-journal. Bonjour Naguib. Bonjour Christian, bonjour à tous. À Bomekelavi environ. Et la pluie, telle qu'on a du mal à s'y habituer, à tant que l'un des quartiers de la ville dortoir, les eaux créent des nuisances. Les riverains de l'Institut international pour l'agriculture tropicale Ita Bénin crient au désarroi. La situation est particulièrement alarmante dans la mesure où certains habitants sont en effet contraints de quitter leur maison envahie par les eaux. De plus, l'Institut en est pour quelque chose à les en croire. Et puis, Covid-19 et mesures sociales, les potentiels bénéficiaires que sont les opérateurs économiques et les artisans s'imprègnent des tenants et aboutissants. Une rencontre entre cadres de l'administration et acteurs du secteur privé directement concernés ont échangé. Il s'agit donc de faire comprendre à chacun comment bénéficier de la subvention de l'État prévue pour les soulager. Voilà le sommet pour le sommaire. Et dans un instant, les détails. Voilà, dans un instant, c'est pratiquement 5 minutes après la chronique du jour, la pub. 12 mois au perchoir, c'est le titre de la chronique de Moïse Dossoumo ce matin. Moïse, on vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les images sont expressives. En bon croyant, il s'est confié à la Providence. Lorsqu'il était en lice pour les législatives d'avril 2019, il était loin d'imaginer qu'il serait le porte-flambeau de la 8e législature. Depuis mai 2019, Louis Vlavonou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est devenu la deuxième personnalité de l'État. Il en sera ainsi jusqu'en 2023. Hier, à la cathédrale de Porto-Novo, c'était le moment de l'action de grâce. En regardant dans le rétroviseur, le président de l'Assemblée nationale passe en revue le parcours de ces 12 derniers mois. Les débuts ont été particulièrement éprouvants. Pour la première fois sous l'ère de renouveau démocratique, le Bénin a un parlement composé exclusivement de soutien du chef de l'État. L'opposition n'y a pas sa place. En cause, la réforme du système partisan qui a débouché sur des élections non inclusives. Bon gré, mal gré, l'opinion s'y résout. La 8e législature, spécifique de par sa composition, déroule ses activités. Louis Vlavonou, qui dirige l'institution parlementaire, prend son rôle très à cœur. Les audiences, le vote des lois et les séminaires parlementaires s'enchaînent. Tout va vite, très vite. À peine un projet, une proposition de loi est-il annoncé qu'il passe à la commission des lois avant d'échouer en plénière. Dans un mouvement d'ensemble, les 83 élus réduits à 82, suite au récent décès de Halidou Demolé Moko, accordent leur violon. Le fait législatif le plus évocateur demeure ainsi la révision de la Constitution. Dans la loi du 31 octobre au 1er novembre dernier, la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
a été touché sans résistance. Avec 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention, cette réforme a été validée sans autre forme de procès. Institution de contre-pouvoir, l'Assemblée nationale, à travers la 8e législature, ne donne pas vraiment l'impression de concourir à l'équilibre du jeu politique. Le vote à part de charge de la loi interprétative du Code électoral en est une illustration. Spontanément, les députés accompagnent le gouvernement dans ces initiatives. C'est plutôt inédit. Certes, par le passé, il est déjà arrivé des moments où le Parlement se confondait à l'exécutif. Mais à l'échelle de la législature, il y a toujours des voix discordantes qui se faisaient entendre. Cette fois-ci, les Béninois font une toute autre expérience du rôle de l'Assemblée nationale. En son temps, ils feront le bilan, même si certains ne sont pas prêts de changer leur opinion. Ce qui est frappant, c'est la détermination de Louis Vlavonou à conduire les travaux contre vents et marées. Depuis qu'il a accédé à ce poste, il déroule sereinement sa feuille de route. L'installation de la 8e législature dans un climat tendu appelait les députés à trouver les voies et moyens pour se rapprocher des populations. Puisqu'une frange de Béninois continue de les regarder avec méfiance, il leur revient, à défaut de demander fréquemment des comptes au gouvernement pour s'inscrire dans une posture de contre-pouvoir, de s'investir tout au moins dans la production de lois à caractère social. Comme c'est le cas partout dans le monde, les populations aspirent à un mieux vivre. La représentation nationale étant censée être l'émanation du peuple, celle-ci est appelée non seulement à voter des lois en sa faveur, mais également à marquer le gouvernement à la culotte afin que les promesses à connotation sociale soient concrétisées. La pandémie de la COVID-19 et la hausse annoncée des factures d'électricité sont des sujets qui devraient faire gicler le Parlement. Certainement que les députés ont leur calendrier. 12 mois se sont déjà écoulés. Plus que 3 ans, et l'opinion pourra mieux noter le pouvoir législatif. Voilà, plus que 3 mois et l'opinion pourra noter donc le pouvoir législatif. On rappelle qu'il a été élu par ses pairs, c'était le 17 mai 2019 et le 27 juin 2019, il est officiellement entré en fonction le 27 mai 2020. Ça fait donc 1 an, jour pour jour, que Louis Vlavonou a pris les rênes du Parlement en béninois et on vient d'apprécier donc sa gouvernance parlementaire avec le chroniqueur tout à l'heure dans nos échanges en plateau. Et bien on reviendra sur ce sujet. Ce sera le premier sujet que nous aborderons avec André Dossa qui sera avec nous. Restez en place tout de suite, le Midi Journal. La ville de Barrakou, Loft Ressort Hôtel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Des images à voir chez vous, c'est le Midi Journal. On parle d'inondations dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette fois-ci, ce sont les populations du quartier Tankpé derrière l'Institut international pour l'agriculture tropicale, en abrégé ITA Bénin, qui en sont victimes. La pluie de l'après-midi du dimanche a dicté sa loi dans cette zone. Les habitants sont en effet contraints de quitter leurs maisons respectives pour cause d'inondations. Par ailleurs, ils pointent du doigt le centre de recherche ITA qui serait donc à la base de cette situation. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est rendue sur le terrain pour mieux comprendre la situation. Voici le reportage signé Teddy Goudalo, présenté par Ali Moumouni. C'est un déménagement forcé dans ce quartier d'Abomey-Calavi. Les habitants de Tankpé sont contraints de quitter leur maison après les dernières pluies qui se sont abattues sur la partie méridionale du Bénin. L'inondation dans cette zone n'est pas une nouvelle réalité, mais c'est la première fois que l'eau atteint ce pic et les conséquences sont énormes.
Depuis 30 ans qu'on est ici, on n'a jamais vu ce qui se passe là actuellement. Plus de 200 maisons sont inondées. Pas inondées, ce qu'on dit là, hein. Inondées jusqu'au cou. Moi, je suis en ville maintenant, on vient de m'appeler que c'est comme ça que la maison est inondée. Je suis venu, tout est déjà parti, il n'y a plus rien dedans. Nous sommes envahis par l'eau et nous ne savons plus où rester. Nos enfants sont en difficulté. Mon enfant est candidat au bac. Tous ces documents sont dans l'eau. J'étais à la maison et ma clôture s'est effondrée. Le prix de la maison, n'en parlons pas. J'ai tout perdu. Les diplômes de mes enfants, tout est parti. Je suis obligé de prendre les quelques effets que j'ai pu récupérer pour une destination inconnue avec ma famille. Au vu de toutes ces maisons envahies par l'eau et bien d'autres dégâts matériels causés par cette inondation, l'amertume des habitants de ce quartier est débordante. Ceux-ci ne s'empêchent pas de trouver un coupable. On aurait appris que ce sont les collecteurs d'eau de la société Ita Bénin qui seraient à la base de la situation. En 2015, lorsque le gouvernement avait lancé les travaux de pavage, tant que jusqu'à Ita ici, la maison Ita là a demandé qu'on fasse les collecteurs, l'évacuation d'eau chez eux pour l'irrigation. Alors tout ce qui quitte le haut là-bas vient ici vers la maison Ita. Ce qui fait que depuis 2015, on a commencé à assister des inondations. De façon partielle, on est allé vers le maire. En ce moment, c'était Oussou Guédé qui était le maire. Monsieur Oussou Guédé est venu constater et aller voir Ita. Après ça, rien. Après, Bada est venu, on est allé vers Bada. Pareil, pas de solution. Pour cette année, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De l'autre côté, l'enceinte de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, Ita Bénin, est elle-même inondée. Les bâtiments sont presque engloutis par l'eau, dégâts constatés par le responsable de la sécurité du centre. Et ce n'est pas Ita qui a fait qu'il y a inondation. Vous voyez, on a de caniveaux. Bon, vous avez vu, depuis tant que jusqu'ici, il y a un caniveau qui donne l'eau. C'est Africa qui a créé tout ça là. Une organisation internationale qui s'occupait du riz. C'est eux qui patronnaient en ce temps ici. Ce n'était pas Ita qui patronnait, c'était eux. Même nous, vous voyez, nous aussi. Nous sommes dans l'eau. Comment quelqu'un va vouloir se faire du mal? Face à une telle situation, les riverains se tournent vers l'exécutif. Je n'attends qu'une aide quelconque pour récupérer ma maison. Je ne suis que retraité. Ma pension ne pourra régler le problème. Ce qui se passe ici est extrêmement grave pour deux raisons. Il y a des WC qui sont déjà effondrés, des puisards effondrés et le pire, c'est des reptiles qu'on retrouve dans l'eau. On demande aux autorités, en tout cas l'autorité suprême, de réagir vite par rapport à cette situation. On a des compteurs dans l'eau déjà. Toutefois, ils envisagent manifester leur mécontentement suite à ce qu'ils appellent une mauvaise gestion. Voilà, Nagui Balagé, cette situation dramatique du côté de Ita, en plein cœur de la commune d'Abomey-Calavi. Autre sujet abordé par la rédaction de Canal 3, ces échanges entre une délégation du ministère de la décentralisation, les adjoints au maire des départements du Mono et du Koufou. La séance tenue ce vendredi à la mairie de Grand Popo s'inscrit dans le cadre d'une tournée organisée par le ministère pour renforcer les capacités des exécutifs communaux de la 4e mandature de l'aide de la décentralisation au Bénin. Les points des travaux avec Geoffroy Messin et Florent Dou. Les maires ainsi que leurs adjoints de la 4e mandature des conseils communaux et municipaux de l'aide de la décentralisation au Bénin sont désormais confortablement installés dans leurs fauteuils. Et pour faciliter la maîtrise de leurs nouvelles charges et prérogatives, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, MDGL, est en tournée. Ici, dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo,
La délégation du ministère est face aux membres des exécutifs communaux des départements du Mono et du Koufo. Cette rencontre est l'occasion d'aborder diverses préoccupations en rapport avec les réformes en cours, la décentralisation, le développement des communautés à la base, la santé et le numérique. C'est aussi le lieu de mettre l'accent sur les rôles et responsabilités des élus communaux que vous êtes. Cette tournée, entamée depuis quelques jours, vise le renforcement des capacités des exécutifs communaux de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin. Ici, les 12 maires du Mono-Koufo ainsi que leurs adjoints ont répondu présents, accompagnés de leur préfet. Ils ont eu droit à des communications sur rôle et responsabilités du maire, le préfet et ses relations avec les maires, le financement du développement communal et le centre de formation pour l'administration locale, CEFAL et ses activités. À présent, c'est à vous, nouvelles autorités communales et municipales, qu'incombe la charge de prendre des initiatives pour rendre concret le développement des collectivités territoriales. Messieurs les maires et adjoints aux maires, je ne doute pas un seul instant de ce que nos échanges de ce jour seront fructueux et pleins d'engagement pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre. Ils nous permettront de gagner le pari commun de réduction de la pauvreté et d'accès équitable des populations aux services sociaux de base dans les communes dont vous avez la charge. Cette séance de travail a aussi permis d'aborder des sujets tels que l'économie numérique et les moyens et méthodes de lutte contre la propagation de la COVID-19. En bref, première session ordinaire au titre de l'année 2020 du Conseil départemental de suivi du secteur agricole CEDES des collines au cœur des échanges, une lecture des résultats des diverses activités menées au cours des deux derniers trimestres et identification des difficultés en vue d'améliorer l'accompagnement du Conseil au profit des acteurs du monde agricole. Les échanges se sont déroulés à Savalou et ont rassemblé divers acteurs du domaine. Covid-19 et mesures sociales, les cadres du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et du ministère du plan et du développement ont rencontré samedi les opérateurs économiques et les acteurs du monde de l'artisanat. La rencontre a porté sur les explications nécessaires à apporter à ces acteurs. Il s'est agi de faire comprendre à chacun comment bénéficier de la subvention de l'État prévue pour les soulager. Voici le point. Les mesures sociales annoncées par le gouvernement pour soulager les acteurs des secteurs impactés par le coronavirus continuent de faire des vagues. Bien de personnes, aussi bien du formel que de l'informel, souhaitent mieux comprendre les critères de sélection des bénéficiaires et surtout le mode de jouissance de cette assistance. Et les explications ne manquent pas à cet effet. Je voudrais préciser que ces mesures sont à la fois d'ordre spécifique et de portée générale, parce que toutes les entreprises n'ont pas été affectées par la pandémie de la même façon. Et donc, la première mesure que je vais aborder est relative à la prise en charge à 70% des salaires bruts du personnel. Cette mesure est adressée aux hôtels qui n'ont pas fait l'objet de réquisition dans le cadre de la mise en quarantaine systématique des cas suspects de la COVID, des restaurants, des agents de voyage et des entreprises de transport de personnel. Et pour en bénéficier, les entreprises sont appelées à soumettre leurs demandes via un formulaire numérique qui est déjà positionné sur le site du gouvernement et sur le site du ministère de l'économie et des finances. Tout le monde est d'une certaine manière touché par la crise sanitaire, mais il y a de ces métiers qui sont en première ligne de choc et qui méritent quand même que le gouvernement se penche sur leur cas. Ce qui a donc amené le ministère en charge des Affaires sociales à diligenter une opération de recensement. Si je suis informel et je suis identifiable, le minimum que je peux avoir doit être supérieur ou égal à 90 000. C'est-à-dire que je suis
informel mais identifiable. Si je suis informel et je ne peux pas être identifié, vous êtes appuyé au minimum à 60 000 francs en termes de subvention. Et tout ceci dépend des catégories. Je dis 60 000 francs parce qu'il peut y avoir plus que ça dans d'autres catégories. Maintenant, si je suis formel et que la direction générale me reconnaît, des impôts me reconnaît et donc je suis à jour vis-à-vis du fisc, je dois m'attendre à avoir un minimum de 135 000 francs comme subvention de la part de l'État. L'accompagnement du gouvernement prend en compte le règlement intégral des factures d'eau et d'électricité sur une période de 3 mois. Les entreprises bénéficiaires sont des hôtels non réquisitionnés, des restaurants et des agences de voyage. Mais à ce niveau s'impose une petite précision. Il est quand même important de souligner que les compteurs doivent porter les noms des entreprises. Alors, des entreprises qui utilisent des compteurs privés ne seront pas prises en considération. Toujours au nom des mesures de portée générale, l'État a décidé d'exonérer de tout impôt et taxe à l'importation tout équipement, tout matériel qui sera utilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Cela permet de soutenir les efforts qui sont en cours au plan sanitaire. Et pour finir, une mesure d'ordre spécifique qu'il ne faudrait pas que j'oublie, elle est relative aux entreprises de transport de personnes. Vous savez, ces entreprises ont une flotte de véhicules et normalement doivent payer la taxe sur les véhicules à moteur sur chaque véhicule. En raison de la situation difficile, l'État a décidé d'exonérer ces entreprises du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur au titre de l'année 2020. Les entreprises qui ont déjà payé cette taxe pour cette année, eh bien, se voient donc attribuer un crédit d'impôt pour l'année 2021 et les entreprises qui n'ont pas encore payé, eh bien, ne seront pas amenées à le faire. Les services sont mobilisés afin que les dossiers et les demandes soient traités avec la diligence nécessaire. De manière indicative, l'objectif est de mettre les ressources à la disposition des entreprises d'ici 3 à 4 semaines. 1 millier de cas pour 14 décès, 1 millier de cas de contamination pour 14 décès déjà enregistrés au Bénin. Voilà où nous en sommes et des chiffres qui grimpent et qui ne laissent indifférent le monde scientifique. Pour apporter leur touche à la riposte commune contre la pandémie, ils mènent des recherches dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, ils ont organisé à travers leur creuset qu'est l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, une séance scientifique spéciale le vendredi 26 juin à l'Université nationale du Bénin pour tenir informé des travaux en cours. Assurement Kayan Chouambon et Elvis Tonoukouen nous en font le compte-rendu. Académiciens scientifiques et chercheurs béninois se prononcent sur la COVID-19. La séance scientifique spéciale organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'Université d'Abomey-Calavi le vendredi 26 juin a été une occasion pour apprécier la situation de la pandémie et ses conséquences au Bénin. L'objectif poursuivi étant de contribuer à une riposte efficace. Chacun de nous, chacune se rend compte de ce qu'il y a un changement de paramètres. Il y a un fait d'actualité qui est venu bousculer nos vies, qui est venu nous déranger dans notre confort habituel et qui nous impose des changements de comportement. Ces changements de comportement ne doivent pas nous déranger, même si c'est contraignant, parce que c'est une question de vie. Plusieurs communications ont été présentées au cours de la séance scientifique spéciale. Comprendre pour mieux riposter, certitudes, hypothèses et perspectives, modélisation mathématique de la COVID-19 au Bénin, simulation de différents scénarios de gestion. Selon les scientifiques béninois, le coronavirus était longtemps connu chez les animaux avant son apparition en Chine en décembre 2019. Ce sont des virus qui étaient sous surveillance et dans les 2 dernières années, il y a eu au moins 2 alertes qui ont fait l'objet de publications scientifiques et qui évoquaient l'imminence d'un passage à l'homme de ces virus qui étaient des virus animaux. Donc il ne s'agit pas d'un phénomène tout à fait nouveau, c'était un phénomène connu et relativement prévisible.
La situation est donc préoccupante selon les académiciens béninois et il faut alors vite agir. De nombreux défis s'imposent alors et en appellent à une nouvelle conscience dans une solidarité généralisée. C'est seulement plongé dans cet espace que la recherche africaine saura dépasser le cadre formel de servitude où elle est aujourd'hui piégée pour s'élever et aller puiser dans les ressources naturelles, les savoir-faire endogènes, la médecine traditionnelle multiséculaire pour servir nos peuples et l'humanité et enrichir le patrimoine universel. Les participants ont été entretenus sur la valorisation des plantes antivirales et immunostimulantes dans le traitement du virus au Bénin. Par ailleurs, l'Académie béninoise souhaite une intensification de la sensibilisation des populations à l'appropriation des mesures d'hygiène préventive. Aussi, a-t-elle appelé à la systématisation du nettoyage et de la désinfection des surfaces dans les lieux publics et domiciles. Merci à vous, Assiomo Kanyassion. Bon, et toujours parlant de la pandémie du coronavirus, encore quelques dons au gouvernement du Bénin. La société de Ciment Bouclier était au ministère de la Santé jeudi dernier pour offrir un important lot de matériel et d'équipements sanitaires. Objectif, accompagner le gouvernement dans sa riposte contre cette pandémie. Le don a été réceptionné par le secrétaire général du ministère de la Santé, représentant pour la circonstance le ministre Benjamin Humpati. Empêcher les détails avec Nagui Balaoué. SCB Ciment Bouclier s'invite dans la lutte contre la Covid-19. Cette société de fabrication de ciment soutient la stratégie de riposte organisée par le gouvernement du Bénin contre le coronavirus. Face au secrétaire général du ministère de la Santé, la première responsable de Ciment Bouclier décerne un satisfecit au président de la République et à toute son équipe pour avoir su prendre les mesures qui s'imposaient à temps afin de mieux gérer la crise. Je tiens également à féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour les actions menées pour contraindre cette pandémie d'une ampleur mondiale et du jamais vu. Monsieur le secrétaire général, la SCB Ciment Bouclier encourage le ministère de la Santé dans votre campagne de la lutte contre le Covid-19 et vous exhorte à ne ménager aucun effort pour une société sans coronavirus. Justement, pour accompagner le gouvernement dans cet élan, Ciment Bouclier offre plusieurs équipements et des matériels sanitaires au profit des hôpitaux et autres structures vulnérables. Au total, la SCB a mobilisé plus de 150 000 masques chirurgicaux, 40 000 masques de type KN95, 250 thermomètres flash à distance et 50 000 paires de gants jetables. Ces équipements seront sous la tutelle du ministère de la Santé, répartis dans les hôpitaux et centres de santé, mairies et dans d'autres institutions et organismes. Le précieux don est réceptionné par le secrétaire général du ministère de la Santé qui apprécie à sa juste valeur la qualité des équipements et des matériels offerts. Les masques chirurgicaux, les masques de protection des agents et également les thermoflash et les gants. Ce sont des intrants très importants au moment où nous avons de plus en plus de cas que nous gérons au niveau de nos différents sites de prise en charge. Ces intrants sont bien choisis et sont très utiles pour nos acteurs en première ligne qui travaillent jour et nuit auprès des malades. Et donc ces intrants nous permettront vraiment de renforcer notre logistique pour la riposte au niveau de nos différents sites de prise en charge, aussi bien à Lada qu'à Cotonou qu'à Parakou. Ce don, d'une valeur de 175 millions de francs CFA, n'est que le début d'une série d'actions de la campagne initiée par SCB Ciment Bouclier, dont l'objectif principal est de contribuer à la préservation de la santé des populations.
Voilà, ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Actu Matin se poursuit avec Christian Adandégan. Merci à vous, Nagui Belabé. Très bonne journée du lundi et bonne semaine à vous. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, vous allez retrouver la rédaction de Canal 3 à travers la grande édition de la mi-journée. Prenez donc le rendez-vous. Pour l'heure, Actu Matin se poursuit. Autre rendez-vous à prendre. Si tout va bien ce matin, eh bien, nous aurons au téléphone le maire le plus jeune des 77 maires du Bénin, Tidjani Bani Chabi. Il est le maire de la commune de Kalalé. Nous allons le joindre au téléphone pour qu'il nous parle de lui et de sa gouvernance depuis son installation il y a de cela quelques semaines. Mais avant le forum de discussion en plateau, nous aurons Moïse Dosoumou et André Dossa, des sujets à aborder. Le Parlement, Louis Vlavonou qui vient de boucler un an. On parlera également de la gestion de nos communes avec cette série de boycotts de session, l'harmonie qui est mise à mal dans plusieurs communes du Bénin après Dangbo, Matéri et puis Kobli ont vécu ces situations difficiles. Et puis en interactualité, nous irons en Côte d'Ivoire pour voir un peu la furie des eaux dans ce pays. Restez avec nous. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Nos débats s'ouvrent en plateau. Merci de nous rester fidèles. Bonjour à vous, André Dossa. Bonjour, Christian. Voilà, merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Moïse Dosoumou qui nous présentait sa chronique ce matin. Nous aurons au téléphone Herman Parfait à Niamboussou qui interviendra donc dans nos discussions. On va commencer par parler de l'Assemblée nationale. Le 27 juin dernier, eh bien, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, venait de passer un an au perchoir. Oui, André Dossa, un an, c'est vite passé pour vous? Oui, vite passé. Un an, c'est 12 mois. Et c'est d'autant plus vite passé que cette Assemblée nationale, en un an, a beaucoup produit. A beaucoup produit. Suffisamment de lois ont été votées. Le chroniqueur en a fait le point, d'ailleurs, ce matin. Oui. Je crois qu'on a rarement vu l'Assemblée nationale aussi active. C'est le cas aujourd'hui. Je crois que c'est un an également de travail pour
renforcer son image, en tout cas donner une autre image à cette Assemblée constituée, a-t-il encore besoin de le rappeler, dans des circonstances assez difficiles et qui aujourd'hui ne représentent que deux sensibilités politiques. Je crois que le défi était colossal dès le départ et l'engagement pris par le président Louis Vlavonu, à savoir de faire en sorte que ces délibérations, en tout cas les délibérations de cette Assemblée nationale, puissent leur rendre témoignage. Je crois qu'il s'est mis à l'œuvre, il s'est mis à l'œuvre, il se bat pour essayer de relever ce défi. On pourra peut-être dans les détails relever les éléments essentiels de ce bilan des 12 mois, les 12 premiers mois passés au pêchoir. Oui, une hyperactivité remarquable, et André Dossa le rappelait tout à l'heure avec ces propos de Louis Vlavonu. On se rappelle ce long discours qu'il a prononcé à son investiture le 27 juin dernier. Je parlais tantôt de l'hyperactivité de beaucoup de lois qui sont votées. Est-ce que ces lois votées rendent véritablement témoignage à cette Assemblée nationale-là? Non, je pense qu'il est très tôt pour affirmer cela. Certes, c'est ce que Louis Vlavonu a voulu dès le départ et c'est ce qu'il veut. Un an s'est écoulé, il a encore 3 ans, pour qu'à la fin, qu'on puisse vraiment lui rendre témoignage. Je pense qu'on est encore très loin du compte. Moi, je constate, enfin, je vais faire la part des choses. Pour ce qui est de Louis Vlavonu lui-même, on a l'impression, quand on le voit, qu'il est très serein, qu'il déroule justement son plan de législature, quelles que soient les critiques, quel que soit ce qu'on dit, ça ne l'émeut pas. Il fonce droit vers le but. Et de l'autre côté aussi, ces pères députés également, on sent que le fait qu'ils appartiennent, mais qu'ils soutiennent le chef de l'État de manière, disons, très dynamique, ne n'émoussent pas tant que ça à leur ardeur. Ils ne sont pas gênés tant que ça par cette posture. Ils ont même du plaisir à défendre ce qu'ils font, ce qu'ils disent au quotidien. Et c'est que quelque part, ça gêne un peu. Certes, on savait tous dès le départ que c'est tous des soutiens du chef de l'État. On ne va pas leur demander de devenir opposant du jour au lendemain, ni même de devenir opposant jusqu'à la fin. Mais tout au moins, pour ce qui est du contrôle de l'action du gouvernement, je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est le reproche qu'on fait à toutes les assemblées. Non, oui, celle-ci particulièrement, vu sa composition, devrait se démarquer. On n'attend pas d'elle, bien de ces éléments, que quelques-uns deviennent opposants, ce n'est pas ça. Mais tout au moins qu'ils prennent très à cœur leur rôle de contre-pouvoir en contrôlant régulièrement l'exécutif. Ça donnerait un peu plus de crédibilité justement à ce Parlement-là. Pour moi, c'est ça fondamentalement que j'aime. On ne peut pas leur reprocher de soutenir, mais de voter des lois, de poser des projets de loi qui font l'affaire du gouvernement. Ça va de soi. Mais tout au moins pour ce qui est du contrôle de l'action du gouvernement, je pense qu'il faut qu'ils s'investissent résolument sur ce terrain-là. Et face au moins des choses qu'on sent que certes, ils soutiennent le gouvernement, mais ce n'est pas un soutien aveugle. Et que quand ça va mal, ils ont le courage, pas forcément de dénoncer, mais de dire au moins à tel niveau, on peut faire ça. Ça va rassurer quelque peu les concitoyens qui ont l'impression que ils ne sont que là. Oui, que ça va uniquement dans un seul sens. C'est certainement que vous allez réagir. André Dossa, le temps pour nous de donner la parole à Herman Anyamboussou. Oui, Herman, bonjour. Merci de nous rejoindre dans nos discussions de ce matin. On parlait donc de l'Assemblée nationale qui vient de passer la barre d'1 an. On met l'accent sur la gouvernance Louis Vlavonu. Est-ce que vous avez constaté en lui, pendant ces 12 mois, quelqu'un qui connaît la maison et qui gère bien les affaires courantes du Parlement? Oui, bonjour Christian Darijan, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Quand on suit un peu les 12 mois de législature actuelle, on constate bien que Louis Vlavonu, président de l'Assemblée nationale, il a pris la mesure de la situation. L'homme avait déjà été député, même s'il n'avait pas occupé de grands postes de responsabilité. Toujours est-il que pour cette législature-là, c'est lui qui est le président de l'Assemblée nationale. Et n'oubliez pas le passé de cet homme. C'est quand même un soldat, même si c'est un paramilitaire. Il se comporte un peu comme l'a dit Moïse, un homme serein, un soldat qu'on envoie au front. Soit il remporte la victoire, ou il meurt, ou il abdique. Et donc ici, il s'agit de Louis Vlavonu qui, à mon sens, est en train d'imprimer une autre marque à l'Assemblée nationale. On a toujours critiqué les députés pour leur sens aigu de critique, soit qu'ils n'apportent forcément des solutions à ce qui se passe dans le pays. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un parlement de développement qui se développe, de sorte que, oui, je suis d'accord avec Moïse quand il parle de soutien un peu éclairé, soutien critique. Mais toujours est-il que, pour le moment, est-ce qu'on a déjà des éléments qui, aujourd'hui, appellent forcément à une critique ou appellent forcément à ce qu'on réajuste un peu? Je pense que l'Assemblée nationale, qui est ainsi composée, a tout ce qu'il faut comme atout pour quand même agir sur ces leviers-là,
pour un peu apporter un peu son rôle de contre-pouvoir. André Doussa, oui, dans sa prise de parole tout à l'heure, Moïse Dossoumo mettait l'accent sur les rapports qu'il y a entre l'Assemblée nationale présidée par Louis Vlavonou et le gouvernement. Mais pour lui, là où le bas blesse, c'est que l'accès gouvernemental n'est pas véritablement bien contrôlé. Oui, vous parlez de sérénité de Louis Vlavonou. C'est une sérénité que peut vous conférer l'expérience acquise. Vous savez, ces 4 législatures, 3 de façon formelle. Je crois que sa première législature, il avait dû laisser sa place à un certain Mathieu Avansou, qui est aujourd'hui son directeur de cabinet d'ailleurs. Cette sérénité qui le caractérise, c'est la sérénité d'un ancien de l'Assemblée nationale qui maîtrise l'institution parlementaire et qui aujourd'hui est peut-être en train de faire une nouvelle expérience dans cette institution, à savoir qu'il est au perchoir. Ce n'est pas forcément, ce n'est jamais la même chose que lorsque vous êtes de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors, sur la question du contrôle de l'action gouvernementale, c'est vrai qu'on aurait souhaité que cette 8e législature travaillait un petit peu sur ce chantier qui, ma foi, peut être un raccourci dans le sens de la légitimité de ce Parlement, puisque sorti de l'élection législative douloureuse, etc., 2 partis uniquement représentés, on pouvait les voir donc enchaîner des questions au gouvernement, interpeller des ministres pour venir s'expliquer sur un certain nombre de dossiers. Ça peut-être aurait contribué à rassurer certains citoyens qui demeurent encore sceptiques quant à la nature même de ce Parlement. La démarcation. Mais il m'a été donné de faire cette question au président Louis Vlavonou, et qui a eu cette réponse un peu comme l'ensemble des députés qu'on interpelle sur ce chantier du contrôle de l'action gouvernementale, qui dit généralement le contrôle de l'action gouvernementale tel que c'est organisé au Parlement béninois, c'est du folklore. Parce que oui, vous adressez des questions, les ministres viennent, vous lisent des réponses et puis vous disparaissez parce que l'Assemblée nationale ne disposerait pas de moyens, de ressources pour financer des commissions d'enquête, aller au-delà des réponses que les ministres viennent servir au Parlement. Voilà la réponse qu'il a faite à l'occasion donc de cette question, et que l'Assemblée disposerait d'un budget de 200 millions seulement. Alors, je me dis, mais finalement, ça veut dire que dès le départ, on n'a pas prévu que, à proprement parler, cette prérogative de l'Assemblée nationale soit vraiment exercée. C'est pourquoi on n'a peut-être pas prévu qu'il y ait des moyens au niveau du Parlement. Cela dit, je pense qu'on peut toujours contrôler l'action du gouvernement. Vous savez, par exemple, c'est un exemple, je le prends comme ça. Le cas, par exemple, évoqué ce matin dans le bulletin. Vous voyez, ITA, c'est une institution internationale qui a séjourné au Bénin parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais depuis, ils sont partis, ils sont retournés à Boaké. Et chaque année, les populations de cette zone-là souffrent, n'est-ce pas, des conséquences de l'installation de cet organisme international, sans que cela n'interpelle personne. Mais il y a des députés de cette zone-là, des députés à Calavi qui auraient pu, par exemple, se fondre de cette situation-là pour interpeller le ministre de l'Agriculture, interpeller le gouvernement pour qu'il vienne au moins à l'Assemblée. Je crois que ça va rassurer les populations. Elles verraient ainsi des élus en train de se préoccuper de leur sort. Je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup de budget, par exemple, pour faire ce travail-là. Donc, le contrôle de l'action gouvernementale, c'est un chantier, malheureusement, une fois encore, enfant pauvre de la famille au niveau du Parlement. Je crois qu'il faut peut-être agir à ce niveau-là aussi. Oui, nous savons que nous avons un Parlement qui est élu pour 4 ans. Moïse Dossoumo, c'est 1 an. On a encore 3 ans pour le contrôle de l'action gouvernementale. Il reste encore le temps, même si Louis Vlavonou est déjà crédité de 2 rapports d'activité votés, adoptés par ses pairs. Il y en aura 6 autres qui seront votés certainement. Mais ce que je dis et je le martèle, on peut traiter le contrôle de l'action parlementaire de folklore. À raison, il y a des arguments qui vont dans ce sens. Mais ce folklore est nécessaire dans une démocratie. N'oubliez pas que c'est grâce à ce folklore que beaucoup de scandales ont été révélés dans ce pays. Sans ces contrôles au niveau du Parlement, on n'aurait pas su plein de choses. Des ministres sont passés même aux avions de l'Assemblée, même si après il n'y a pas de suite, rien que par ce folklore-là. Je pense que ce folklore-là, il est très intéressant. Il faut le maintenir, même le renforcer. Et quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour ça, mais qu'est-ce qui empêche Louis Vlavonou d'innover dans ce sens, d'initier des réformes comme ils le font jusqu'à présent, de voter des lois qui les renforcent dans ce rôle-là, qui leur donnent plus de moyens pour aller sur ce terrain. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ont les prérogatives justement pour renforcer ce qui est là et aller plus loin. Je vais prendre juste 3 sujets. Quand on dit que ce Parlement n'est pas, disons, très inspiré pour ce qui est du contrôle de l'action du gouvernement. Quand on parle de la fermeture des frontières avec le Nigeria, qu'est-ce que ce Parlement a fait? Pendant longtemps, on l'a critiqué, on a attendu. C'est bien après qu'il a réagi. Pourquoi cela? On a annoncé une hausse des factures d'électricité depuis décembre. C'est un conseil des ministres qui a annoncé ça. Jusqu'à présent,
Le Parlement qui est censé être l'émanation du peuple n'a pas encore réagi sur la question. Nous sommes déjà à 6 mois. Qu'est-ce qui empêche ce Parlement? Il y a un budget général de l'État qui a été voté, c'est passé par le Parlement. Justement, mais qu'est-ce qui les empêche? Je ne dis pas de ne pas être d'accord avec la réforme. Qu'est-ce qui les empêche de prendre tout au moins fait et cause pour les populations qui sont censées représenter et de plaider leurs causes? Jusqu'à présent, rien. On en est en pleine pandémie du Covid-19, où les cas flambent, les décès aussi. Qu'est-ce que ce Parlement dit au gouvernement? La stratégie que vous avez mise en place a produit ses effets pendant un certain temps. Maintenant, ça semble plus marcher. Qu'est-ce que vous faites pour freiner un peu l'élan de les relations interinstitutions, tout ne peut pas être dévoilé sur la place. Justement, c'est qu'il y a tellement de sujets. Non, les relations interinstitutionnelles ne sont pas des relations secrètes. Ce sont des relations publiques. Il n'y a rien de secret là. Qu'est-ce qui empêche ce Parlement de le faire? C'est à cela que je dis que quelque part, il semble que ça n'a pas trop marché. Celle se reproche, ça vaut également pour les autres législatures. Mais celle-ci particulièrement doit s'illustrer davantage sur ce terrain, rien que pour renforcer sa crédibilité justement et sa légitimité. Oui. André. Non, je crois que le moins qu'on puisse demander... Je vais rejoindre tout à l'heure, mon ami Amosso. Le moins qu'on puisse demander à une institution parlementaire, justement, c'est de porter les aspirations du peuple dans sa démarche de contrôle de l'action gouvernementale. Et il est regrettable qu'effectivement, aujourd'hui, il y a cette osmose, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais que les gens ne trouvent pas le moyen. On peut soutenir un gouvernement tout en relevant un certain nombre de dysfonctionnements. Il n'est pas dit que tous les ministres de Patrice Talon font bien. Il y a tellement de choses que normalement les députés devraient pouvoir relever. D'autant plus que ça va permettre de renforcer leur légitimité, de renforcer leur crédibilité. Je crois que peut-être le président Louis Lavonou, peut-être serait un mauvais, être sévère que d'attendre qu'au bout de 12 mois, il ait déjà accompli toutes ces choses. Mais dans la suite de son mandat à la tête du Parlement, je crois, il me semble qu'il est aussi porteur d'un projet de modification, en tout cas de correction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui empêche le président de l'Assemblée nationale de disposer d'un certain nombre de marges, de manœuvres pour agir. Peut-être qu'avec l'ajustement de ce règlement intérieur, ne serait-ce qu'à la nouvelle constitution, en tout cas ce qui est issu de la révision, je crois que ça peut-être qu'il y aura plus de moyens pour agir et pouvoir davantage inciter les députés à contrôler l'action du gouvernement, peut-être donner davantage envie à un certain nombre de députés, les DAC, sociaux et consorts qui quand même enchaînaient des questions, de pouvoir reprendre cette activité-là. Les peuples, enfin les citoyens en sont friands, nous, journalistes également. Je vais peut-être faire rapidement cette anecdote pour finir. Il y a un contrôle de l'action gouvernementale qui a été induit par le plateau de l'Actu Matin. Ça a permis d'avoir un meilleur poste de péage à Roson, qu'il vous souvienne. Oui, où, depuis notre plateau, des députés se sont soulevés à l'Assemblée, ont adressé des questions au gouvernement, sont descendus sur le terrain et on a pu découvrir le scandale qui avait lieu à ce moment-là. Le chantier a été repris. Ça veut dire que nous-mêmes, médias, nous ne devons jamais cesser d'interpeller l'Assemblée nationale, de leur dire qu'ils doivent contrôler l'action gouvernementale. Justement, oui, on interpelle alors l'Assemblée nationale ce matin. Mane Niamboussou, vous qui êtes un habitué de cette voie Potarwedo. Justement, c'est comme si vous étiez entré un peu dans mon cœur, dans mon cerveau. C'est vrai que tout à l'heure, quand André énumérait quelques pistes sur lesquelles on attend ce contrôle de l'action gouvernementale, Moïse également qui parlait un peu de la hausse du coût des factures SVE, sur lesquelles le Parlement devrait normalement interpeller des ministres en charge de ces différents secteurs. Quand on prend par exemple la route Potarwedo, sur cette question-là, il y a eu des descentes, aussi bien de Canal 3 que d'autres télévisions, mais on n'a pas vu le Parlement intervenir pour peut-être ne serait-ce que descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe ou alors interpeller le ministre en face de ça. Et Louis Lavonou avait pourtant appelé, il avait appelé à la proximité avec la base quand il prononçait son discours ce 27 juin à l'Assemblée nationale. Justement, on se rend compte que qu'à la pratique, il y a beaucoup de choses qui manquent un peu à cette volonté de Louis Lavonou de pouvoir se mettre vraiment de pouvoir instaurer cette proximité avec la base. C'est vrai qu'en termes de production législative, le Parlement est en train de battre le record avec Moïse l'a rappelé dans sa chronique, avec la relecture, avec la révision de la Constitution, avec beaucoup d'autres éléments. Mais sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, il y a beaucoup de choses à reprocher à ce Parlement-là. Je pense que s'ils sont à l'écoute ce matin, ils devraient pouvoir quand même donner suite aux récriminations du peuple qui sont portées par les journalistes d'Actu Matin. Voilà. Eh bien, on va aborder un autre sujet pour parler de ces municipalités, boycott de session par-ci, par-là. Après Dangbo, eh bien, 2 autres communes sont entrées dans la danse. Deuxième session ordinaire dans les 77 communes programmées. Mais malheureusement, Dangbo a fait école à Kobli et à Materi. On a constaté, la semaine dernière, vous étiez en train de prier pour
que nous n'ayons pas l'effet contagion, mais malheureusement, vous n'avez pas été entendu, Moïse Dossoumo. Pour l'instant, c'est limité à 3. Enfin, c'était une seule, maintenant c'est 3. Il faut espérer, bon, même si ce n'est pas le mot approprié, que ça n'aille pas vraiment au-delà. C'est vrai qu'ailleurs, dans d'autres communes, les maires ont été désignés, on n'a pas eu ça. À Cotonou, par exemple, on n'a pas eu ça. À Tofa, on n'a pas eu ça. À Krabi, on n'a pas eu ça. Donc, les communes dans lesquelles les mécontentements persistent, je pense qu'il est du devoir des maires en question et des partis dont ils sont issus, justement, de ramener un peu tous ces gens à la raison de griffe pour qu'ils travaillent pour le développement des localités. Mais si ça persiste et que les partis sont incapables de gérer les leurs, c'est que quelque part ça craint. Mais tout ça a été prévu, c'est l'expression de mécontentement. Il faut juste croire qu'à la longue, que ça ne va pas persister et que les gens trouveront les voies et moyens pour travailler ensemble. Oui, Herman Parfait-Nyamboussou, vous suivez ces situations de très près. Qui ou quoi pour sortir nos communes de ces situations-là, même si on apprend que Dangbo, bon, les conseillers sont revenus en de bons sentiments et que la session aura lieu aujourd'hui? Non, je pense que Moïse a dit c'est l'expression de mécontentement. Et ce mécontentement-là, je pense que nous avons voulu plutôt des institutions fortes et non des enfants. Si les partis politiques issus de la réforme du système partisan peuvent faire en sorte de niveler un peu les mécontentements, faire en sorte que les gens puissent s'entendre, les militants puissent s'entendre dans la page, je pense que ce serait tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Parce que vous avez cité le cas de Dangbo, c'est vrai qu'à Cotonou, on n'a pas assisté à ça, mais à Cotonou, on assiste plutôt à une autre sorte de cloche, à un autre bruit de botte, à savoir que, oui, il semble-t-il, une coordinatrice n'est plus aimée de sa base. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Alors donc sur la question de Dangbo et des autres villes, je pense que tout de suite, un peu comme l'a dit Moïse, les partis politiques devraient rapidement saisir la balle au pont pour que ça ne puisse creuser davantage le fossé. Oui, André Dossa. Il faut juste craindre que ça fasse un effet boule de neige. On a commencé avec Dangbo, on en est à 3. Espérons que ça n'aille pas au-delà. Vous savez que le personnel politique de notre pays est tellement inspiré quand il s'agit d'inventer de nouvelles pratiques, il s'agit de contourner n'est-ce pas, certaines dispositions. J'espère que les partis politiques ne devront pas encore amener leurs députés à voter une autre loi pour empêcher des conseillers d'être mécontents au point de bloquer l'évolution des collectivités locales. Il faut quand même que les uns et les autres sachent que le plus important, c'est ce qu'attendent les populations et non leurs petits intérêts personnels. Et c'est très important. Et il faut aussi que, je ne sais pas par quel moyen on pourra amener l'électeur béninois à être moins indulgent, à être plus exigeant à l'endroit de ces élus. Parce que nous nous contentons de lire, après on ne leur demande pas de compte. Il faut même lire les comportements des uns des autres et les marquer, les retenir pour les prochaines échéances. C'est très important. Déjà, bientôt, je crois, on va procéder à l'élection des conseillers locaux. Les partis politiques dont les conseillers se comporteraient mal au sein des conseils communaux, déjà il faut les sanctionner à ce niveau. Tant qu'on va se taire, se résigner et laisser faire, qu'est-ce qu'il dit qu'on va passer bientôt à plus de 3 communes où il y aura cette pagaille-là. Je crois qu'il faut que les partis politiques se sentent déjà interpellés et que les dispositions idoines soient prises. Oui. Herman Parfait-Nyamboussou, nous sommes en train de parler là des conseillers au niveau de nos conseils communaux qui brillent par leur absence, les boycotts de session, mais d'un autre côté, c'est le militantisme politique à la base qui est en souffrance. Vous avez commencé par aborder un sujet tout à l'heure dans la 15e circonscription électorale où il y a remous au sein du parti Union progressiste. Oui, ce remous un peu justifié par certains comportements mettons de coordination. Je pense que vous avez suivi un peu cette sortie médiatique de courant de l'Union progressiste qu'ils ont appelé Union progressiste Mon combat. Alors qu'est-ce qui est reproché à cette coordination de la 15e? On dit, on reproche à cette coordination des comportements anti-militants, des comportements un peu avilissants et rabaissants. Ils disent avoir saisi les têtes de pont de l'Union progressiste, mais sans suite. Alors, est-ce que nous voulons consacrer des fétiches dans nos circonscriptions électorales, ou alors nous voulons faire en sorte que les partis politiques soient forts, pour faire en sorte que les militants puissent se sentir concernés par ce qui se passe au niveau de cette formation politique? Je pense que la question, elle est là, elle est encore intacte. Nous sommes encore premiers de la réforme du système partisan. Et très tôt, je pense que les leaders politiques de ces différentes formations politiques devraient pouvoir saisir cette opportunité. Parce que vous remarquerez, quand vous parlez un peu de ce boycott de session, qu'il y a un parti politique qui est indexé personnellement. C'est l'Union progressiste, osons le dire. Et alors qu'au niveau du bloc républicain, tout semble aller un peu pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi est-ce qu'au sein de l'UPI, ça se passe comme ça? Je pense qu'il faut retourner voir la base pour vraiment entendre ce qui se passe. Oui, Moïse Dossoumo.
Oui, quand on a dit qu'on veut des partis forts, ce n'est pas qu'on veut imposer des leaders forts justement aux militants. L'idée qui se cache derrière tout ça, quand on comprend un peu, c'est qu'il faut que les militants justement aient le mot à dire au niveau des partis politiques et que les supposés leaders ne leur fassent pas ombrage. C'est ce qu'il y a là. Et les partis justement intérêt à ne pas minimiser justement ces vents de mécontentement qui proviennent de partis, notamment dans la 15e à Cotonou. Il faut justement, quand il y a ces gens, disons, de réaction à la base, qu'on puisse les écouter pour voir se trouve le problème. Parce que le leader aussi, en voulant bien faire, en adoptant certains comportements, peut-être à bon droit, bien peut-être pour une bonne cause, peut être en train de se tromper au détriment du parti. Donc il vaudrait mieux, quand les militants s'expriment, que le parti aille à leur écoute, sache ce qui ne va pas et puisse faire les réglages nécessaires. Sinon, si on continue par, disons, maintenir des leaders plus ou moins contestés dans certaines zones, ça ira justement contre le parti. Donc, il faut faire attention à écouter tout le monde et faire ce qui est bon pour les uns et les autres. Est-ce que vous pensez qu'on peut écouter tout le monde, André Doussa, dans un parti politique où on a d'un côté une coordination, de l'autre des militants? Je crois que les partis politiques devraient être des institutions bien structurées avec des responsables à divers niveaux qui occupent des postes bien définis. La réforme du sympathisant a quand même permis l'avènement d'acteurs politiques nouveaux. On voit aujourd'hui, vous voyez, il y en a même qui sont députés, mais où on est en droit de s'interroger sur la qualité du leadership qu'ils incarnent. Vous voyez, il y a des gens qui se sont retrouvés députés ou même responsables ou placés de partis politiques sans avoir un passé de militant. Sans avoir eu à faire un certain nombre d'expériences. Et généralement, lorsque ces gens-là se retrouvent dans des situations, ouais, ils rament un peu à compte courant, ou du moins, ils nuisent un petit peu à leur parti politique. Alors aujourd'hui, les partis politiques devraient pouvoir travailler à leur enracinement, n'est-ce pas, au sein des différentes communautés. Je ne dis pas que c'est forcément le cas de l'Union progressiste, mais dès lors qu'il y a des remous, c'est que forcément, il y a un souci quelque part. Et il faut que les responsables du parti politique puissent rapidement monter au créneau, appeler les uns et les autres, interroger, essayer. Si c'est le leadership qui pose problème, je crois qu'il faut changer. Sinon, ils pourront récolter après les pots cassés. Voilà, nous allons aborder un autre sujet. Herman, vous êtes toujours avec nous. André, vous êtes là. Et vous êtes également avec nous, Moïse Dossoumoun. Je vais demander à William, qui est à la régie, de nous balancer les images de ce cas d'inondation dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ça qui va déboucher sur l'autre sujet que nous allons aborder en page inter. Oui. On a vu les populations de Ita en souffrance hier, André Doussa. Les eaux ont quitté, je dirais, ce centre Ita pour se retrouver dans les maisons, malheureusement. Non, ce n'est même pas hier. Ça, c'est effectivement des images prises hier, mais ça date de plusieurs années et ça a pris de l'ampleur depuis le départ de l'Institut Africa Rice, qui est venu occuper les lieux pendant des années, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la guerre à Boaké, en Côte d'Ivoire, et qui sont partis, ils ont laissé les installations qui, ma foi, est déjà rentrée dans le patrimoine du Bénin. Donc, normalement, je me semble, c'est le ministère de l'Agriculture qui devrait être responsable de cette maison. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils sont partis, la maison n'est plus tenue en tant que telle, mais les populations environnantes sont exposées aux dégâts. Non seulement, même en période normale, quand il n'y a pas plu, c'est une brousse, c'est une ferme, une grande ferme, vous le connaissez très bien, cette installation-là, et qui dit des reptiles, un certain nombre d'animaux qui rentrent dans les maisons environnantes. Mais cette fois, c'est la période des pluies, les pluies qui tombent ces temps-ci sur Calavi et Cotonou environ, avec des eaux qui sont drainées dans cet espace-là pour irriguer les installations. Ces eaux-là débordent, ne sont plus dans la retenue de la ferme, mais débordent, rentrent dans les maisons. Vous avez vu des animaux qui meurent, des retraités qui voient leur pauvre maison inondée. Je crois que c'est une catastrophe qui se déroule en ce moment. Et c'est en plein cœur de Calavi. Le pauvre jeune maire de Calavi qui vient d'arriver, il va faire face à cette situation. C'est un défi qu'il a relevé à ce niveau. Et même le gouvernement est interpellé, parce que nous parlons d'une infrastructure qui appartient au gouvernement et qui fait souffrir les populations. Je crois que le ministre de l'Agriculture doit pouvoir aller sur ce terrain et essayer d'apporter rapidement une réponse et une solution aux citoyens. La direction de protection, de la protection civile également doit pouvoir se sentir interpellée par ce qui se déroule, le drame qui se déroule en ce moment dans les alentours. Oui, Moïse Dossoumoun. Oui, quand on voit les images, on est un peu choqué par ce qui se passe. Surtout quand on connaît bien la zone, même en saison sèche, ce n'est pas si aisé que ça de circuler tout autour. C'est très pénible. Mais c'est vrai que par le passé aussi, il n'y avait pas autant d'eau
quand il y avait des pluies. Mais cette année, c'est vraiment spécial. Quand on voit un peu les peines des habitants, moi je me mets un peu à leur place. Où est-ce qu'ils vont aller avec les ressources, avec enfants, femmes sur le dos, c'est très pénible. Le plus important là maintenant, c'est de faire évacuer les eaux, ou plutôt de trouver des canaux pour que le puisse circuler, que ces endroits ne soient plus aussi inondés lors des prochaines pluies. Parce que ce qui a à craindre, c'est que cette année, quand vous écoutez les spécialistes, c'est qu'il y a beaucoup de précipitations qui sont attendues. Alors si on est juste au début et qu'il y a ça, on se demande, mais d'ici 2, 3, 4 semaines, si les spécialistes disent vraiment vrai, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens de zones-là? Je pense au-delà des descentes des maires, des autorités dans ces coins pour voir la réalité, il faut passer à l'action. Trouver ce qui empêche justement l'écoulement des eaux et puis créer le canal pour libérer un peu les populations de cette psychose-là. Parce que l'autre chose, c'est une crise sanitaire qui s'annonce. Il y a le choléra. Le choléra, oui. Les fosses statues sont débordées, les plages sont débordées. C'est tout autre chose. C'est un péril imminent qui guette toutes ces zones, pas seulement celles-là. Donc il faut faire parer au plus pressé, évacuer les eaux pour nous éviter ça. Oui, Emmanuel Anyamboussou, vous vivez cette situation des populations qui sont des populations environnantes de Ita? Oui, Christian Ndandéjan, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est critique. Et moi, je voudrais un peu lier ça aux effets collatéraux des travaux qui se font en ce moment. Quand vous prenez par exemple la zone du commissariat de Godomé, l'inondation qui se passe aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Ça fait plus de 6 ans que je suis dans la zone. Mais vous constatez aujourd'hui que, parce qu'effectivement au niveau de la bordure des rails, il se fait actuellement des travaux d'asphaltage. C'est un peu comme si les travaux ayant traîné un peu dans le temps, n'ont pas permis aux canalisations de pouvoir fonctionner. De sorte qu'aujourd'hui, toute la zone est inondée, et fortement inondée. Et donc je pense que face à cette situation, et ça rappelle un peu ce que nous disions tantôt, pour ce qui est des députés, il faudrait qu'on puisse interpeller ces différentes entreprises qui sont en charge des travaux, parce que justement, la pluie est déjà là, le péril, ça s'annonce, et dans les zones inondées, on ne sait pas encore de quoi il est question. Il y a déjà la Covid-19. Si on en rajoute encore en ne permettant pas à la population de pouvoir circuler librement, je pense que ça risque de concerter l'addition. Oui, un peu comme ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur les images de ces derniers jours, Herman Anyamboussou. Oui, les images de la Côte d'Ivoire, ça rappelle un peu ce qui s'est passé il y a quelques années au Ghana également, où on a assisté à des effondrements, à beaucoup de choses. Je pense que ici au Bénin, on ne sait pas encore de quoi il sera question, mais toujours est-il que ces images devraient en temps normal interpeller les autorités à divers niveaux pour faire en sorte qu'on puisse quitter les bureaux et descendre dans les rues, voir ce qui se passe, vous apporter des solutions concrètes à ce que vivent actuellement les populations. Je pense que c'est en faisant ça que les populations se sentiront vraiment concernées par ce qui se fait au niveau du sommet de l'État. Alors, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont-ils le même destin en partant de pluie? Tout dépend du positionnement des villes en question. Et même quand on parle d'inondation Cotonou, quand on voit un peu Abidjan, Accra, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Cotonou. Cotonou est encore très 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 loin derrière. Je pense que c'est un défaut des pouvoirs publics de ne pas écouter suffisamment les spécialistes. Depuis tant d'années, ces gens-là, les scientifiques alertent, proposent des solutions. Mais on ne les écoute pas, on préfère juste des trucs ponctuels pour régler le cas. Je pense que s'il faut mobiliser 100, 200, 300 milliards pour finir avec ça, il faut y arriver. Certes, c'est beaucoup d'investissements, mais on sait qu'on a fini avec ça une fois pour deux points. Parce qu'à force d'injecter chaque année de l'argent dedans, on atteint finalement la somme colossale qu'on doit mobiliser au départ pour finir avec ça. Et le drame est que chaque année, quand on injecte de l'argent, on ne règle pas le problème. On ne fait que le déplacer. Il vaut mieux prendre des solutions, il a dit, écouter les sachants, voir comment finir avec le problème une fois pour de bon, au lieu d'être tout le temps dans la réactivité. Oui, André, un mot sur... Oui, vous savez, c'est l'ensemble du Golfe de Guinée qui est confronté à cette situation. Fort heureusement, pour le moment, nous, ici, nous sommes relativement épargnés, en tout cas par rapport à l'ampleur que ça connaît dans des pays que vous avez déjà cités, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais les pays concernés, normalement, doivent envisager une solution d'ensemble. Il faut mobiliser les ressources dont nous disposons, aussi bien intellectuelles, financières, matérielles. Mais si chacun doit rester dans son coin et réfléchir, et puis trouver des solutions au pifomètre, on va continuer d'assister. Ouais, vous êtes assis, il commence à pleuvoir, où les véhicules bouger. Oui. Ça, c'est la situation en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Je crois qu'il faut que les présidents, les gouvernements des pays concernés puissent, comme ça se fait dans le Sahel, où vous voyez les pays ensemble cherchent des solutions. Et il faut aussi que nous cessions de snober nos chercheurs, nos scientifiques. On les méprise. Ils croient qu'ils ne savent pas réfléchir pour trouver des solutions. Alors que quand vous les écoutez, effectivement, ils sont porteurs de très belles idées.
mais que les gouvernements gagneraient à suivre, à écouter et mettre en œuvre. Je crois que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra régler cette situation. Sinon, j'ai le sentiment que chaque année, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, oui. Ça s'aggrave. Ouais, regardez les images que nous voyons, c'est quand même extraordinaire. Dans des centres urbains, censés être à l'abri d'éventuels dégâts liés aux intempéries, et pourtant, c'est ça. Et vous voyez des citoyens qui sont emportés par ces eaux en furie. Merci beaucoup, André Doussa. Merci à vous, Herman Nyamboussou, vous qui êtes resté au téléphone pour participer aux échanges de ce matin. Et merci à vous également, Moïse Dossoumou. Demain, mardi, on vous retrouvera, vous, dans la chronique du jour. Mesdames et messieurs, nous vous proposons de revivre l'actualité à travers le 7 jours au Bénin, à nous proposer ce matin par Idrissou Boukari. Juste après, nous allons joindre notre invité au téléphone, Tidjani Bani Chabi, 28 ans et maire de la commune de Kalali. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Dans la 15e circonscription électorale, il y a un malaise au sein de l'Union progressiste. Les jeunes leaders du parti ont fait une sortie médiatique samedi pour dénoncer ce qu'ils ont appelé agissement ténébreux, avalissant et anti-militant de l'équipe de coordination. Dans leur viseur, les députés Sedami Fagla et Badirou Aguemon, à travers une déclaration rendue publique, les jeunes leaders de l'Union progressiste ont exigé la dissolution pure et simple et sans délai de la coordination de l'Union progressiste dirigée par les députés Sedami Fagla et Badirou Aguemon. Ces jeunes leaders ont par ailleurs souhaité que désormais la 15e circonscription électorale soit gérée par les hommes qui incarnent les valeurs et principes du parti Union progressiste. Et pendant ce temps, les cadres du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et du ministère du plan et du développement ont rencontré samedi les opérateurs économiques et les acteurs du monde de l'artisanat. La rencontre a porté sur les explications nécessaires à apporter à ces acteurs dont les activités ont été touchées par les effets du coronavirus. À cet effet, le directeur des affaires économiques a été suffisamment clair pour la mesure relative à la prise en charge à 70% des salaires bruts du personnel. Elle concerne les hôtels qui n'ont pas été réquisitionnés dans le cadre de la mise en quarantaine systématique des cas suspects du Covid-19, les restaurants, les agences de voyage et les entreprises de transport de personnel. Les opérateurs économiques et les acteurs du monde de l'artisanat ont été donc éclairés sur comment bénéficier de la subvention de l'État prévue pour les soulager. De leur côté, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et son collègue de la santé ont tenu une séance de travail mercredi avec les acteurs de l'éducation. Il s'agit d'une séance de rappel et de sensibilisation sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour le ministre Maouyon Kapo, malgré les dispositions prises par le gouvernement et malgré la sensibilisation active qui se fait autour de la pandémie, il est observé que les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées dans les écoles. Le plus décevant des constats, selon lui, même certains enseignants ne portent pas de masque et ne se lavent pas régulièrement les mains. Une situation qui pourrait, si les choses ne changent pas, favoriser les contaminations de masse dans les écoles. Le ministre de la Santé a pour sa part rappelé l'importance des gestes barrières. La séance qui s'est déroulée à la tour administrative a réuni les directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, les directeurs d'établissement ainsi que les responsables des écoles privées. Les enfants doivent se laver les mains en arrivant à l'école. Plusieurs fois au cours de la journée quand ils sont à l'école. En quittant l'école pour partir à la maison.
53 656 candidats ont pris part à la 3e phase du test complémentaire des aspirants au métier d'enseignant. C'était le samedi 13 juin dernier et le lundi 22 juin 2020, les travaux de correction ont démarré au Collège d'enseignement général Saint-Rita à Cotonou. Et pour s'assurer que tout se passe normalement, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est rendu au centre pour échanger avec les correcteurs, membres des jurys et présidents des sous-commissions. Dans l'ensemble, les copies des aspirants sont en train d'être appréciées dans de bonnes conditions. La délibération et la proclamation des résultats sont prévues pour cette semaine. Le Bénin entre dès le 30 juin prochain dans l'univers étoilé de la performance énergétique. Il s'agit d'une révolution qui offre à tout consommateur l'opportunité d'assurer toujours plus de services en consommant le moins possible d'énergie et donc d'éviter le gaspillage. Et à quelques jours de la mise en œuvre effective de cette réforme, le ministre de l'Énergie et ses collaborateurs ont animé une conférence de presse vendredi. Objectif, tenir informer l'opinion publique de l'imminence de cette révolution. Pour le ministre de l'Énergie, dans le secteur, un constat a été fait. Les équipements électriques sont énergivores et ne respectent pas toujours les règles de sécurité. Le Bénin doit donc cesser, selon Donald Jean-Claude Oussou, d'être la poubelle où on vient déverser les produits qui ne sont pas acceptés ailleurs. À compter du 30 juin prochain donc, le Bénin opte pour les équipements qui consomment peu d'énergie électrique. Et le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le vendredi 26 juin 2020 la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Journée instaurée depuis décembre 1987 par l'Organisation mondiale des Nations Unies. L'objectif est de sensibiliser chaque année toutes les communautés sur les méfaits de la drogue, sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. Jeudi, veille de la célébration de cette journée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé au peuple béninois. Thème retenu pour l'édition 2020 par les Nations Unies, la santé pour la justice pour la santé. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Et voilà, exactement 22 minutes après 8 heures. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 à Bénin. Merci de nous choisir. Actu Matin se poursuit avec notre invité au téléphone. Et là, nous allons nous déplacer pour le département du Borgo dans la commune de Kalalé pour retrouver le maire de cette commune, Tidjani Bani Chabi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire, vous avez 28 ans et vous êtes maire de la commune de Kalalé, le plus jeune maire des 77 maires que nous avons en République du Bénin. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau de maire? Merci, bonjour. Bonjour. Plateau. Oui. Oui, on vous écoute, monsieur le maire. Oui. D'abord avec une grande émotion oui. que j'endosse aujourd'hui cet habit du plus jeune maire du Bénin. Mm-hmm. Et je voudrais dire que c'est en réalité, c'est comme au sport. On classerait cela dans l'histoire des statistiques mm-hmm. ou des records de précocité. Oui. Maintenant, comment je me sens, oui. comme moi, c'est vraiment un sentiment à la fois d'honneur et un challenge pour moi. C'est ça. C'est Dieu, et je lui rends grâce. C'est ça. Alors, vous êtes élu par 17 voix, hein, je pense, hein, sur les 29 conseillers. Est-ce que c'était prévisible, cette ascension, votre choix, votre plébiscite? Vous savez,
Ce qui est certain avec l'histoire des hommes, c'est l'incertitude de l'instant d'après. À la base, j'ai travaillé comme tous les autres membres de notre parti pour la victoire de l'Union progressiste. Oui. Et à l'arrivée, j'ai été porté par le groupe. Et ça aurait pu être un autre conseiller du parti. Maintenant, si la question est intrinsèquement liée à mon parcours en politique, il serait vraiment prétentieux pour moi de ma part de répondre de manière fermée. C'est juste l'histoire d'un militant qui travaille et qui essaye de s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. Le reste, c'est Dieu qui a couronné. C'est votre première expérience politique au sortir de ces élections, ou vous avez déjà participé une fois à une élection? Non, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que je participe à une élection et en tant que candidat. Oui. C'est ça. Alors, maîtrisez-vous déjà, je dirais, l'art de porter votre écharpe? C'est une manière pour moi de vous demander si vous êtes bien rentré dans vos fonctions de maire. Ah oui. Ça, c'est la moindre des choses à faire. Alors, vous avez déjà recueilli les besoins de vos administrés. Quel est le premier chantier sur lequel vous vous êtes attelé depuis votre prise de fonction, monsieur le maire? Oui, d'abord, il faut dire que à mon arrivée, nous avons, après l'état des lieux de l'administration, nous avons constaté un petit dysfonctionnement au niveau de l'état civil. C'est ça. Alors qu'il faut vraiment planifier le développement, il faut maîtriser la démographie. Pour cette raison-là, je me suis attelé vraiment à ce que nous registres, parce que j'ai retrouvé que les registres n'étaient pas vraiment paraffés et cotés par rapport à durant un bon nombre d'années. Donc tout de suite là, j'ai dit vraiment il faudrait régulariser cette situation-là. Et que nous sommes actuellement dans le processus pour pouvoir régulariser l'état civil. C'est ça. C'est le seul chantier que vous avez entamé d'abord? Ah non. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans des grands partis. Oui. Et qu'il y a une feuille de route qu'il faut suivre. Donc nous sommes dans cette lancée-là et qu'actuellement nous sommes en train de faire le point pour pouvoir définir d'ici à là nos activités de priorité que nous avons déjà. Actuellement, nous sommes en train de travailler en sourdine pour que ça puisse prendre. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà convoqué vos conseillers pour la deuxième session de cette année? Oui, la deuxième session c'est déjà fait le mercredi passé, le 24 et le 25. Et tout s'est bien passé. Et quelles sont les questions, les sujets que vous avez abordés avec l'ensemble des conseillers? Dites-nous d'abord, est-ce qu'il y a une certaine harmonie qui règne en votre sein? Ah oui, il y a une certaine harmonie. Vous savez, notre parti de l'Union progressiste a la majorité. On a 17 conseillers sur le 29. Et d'abord, à notre sein, c'est au niveau des conseils de l'Union progressiste, tout le monde est là, tout le monde est soudé. Le groupe, on n'a aucun souci. Et les autres conseillers aussi, puisque aujourd'hui, la politique est terminée, comme je l'ai dit. Ce qui reste actuellement, pour l'instant, pour la commune de Kalalé, c'est la commune là. Il n'y a plus d'abord un parti. Actuellement, notre parti, c'est de faire pour que la population de Kalalé puisse se sentir à l'aise. Oui. Environ combien d'habitants déjà, comme population à Kalalé? Kalalé a environ plus de 200 000 habitants. C'est ça. Oui. Ok. Alors, à la tête de cette commune, qu'est-ce que vous comptez y apporter, puisque vous avez 6 ans devant vous, monsieur le maire? Vous savez, lorsqu'on gouverne, il est important de rester à l'écoute de ses mandants et de donner tout ce qui est en son pouvoir pour les servir. C'est ce que je m'attelle à faire avec tout le conseil communal. Et je pense que ma culture de travail acharné, de l'ouverture et de la transparence dans la gestion du bien commun fera que nous allons quand même servir cette population-là.
Alors, vous êtes titulaire d'un master professionnel en climat, eau et développement des milieux tropicaux. On sait que Kalalé, c'est une commune où l'agriculture est, disons, la première source, la toute première activité que vous développez. Alors, est-ce que vous pensez que Kalalé, aujourd'hui, a les ressources nécessaires pour son développement? Vous savez, monsieur le journaliste, la route Niki-Kalalé est un calvaire pour nous à Kalalé. Je vous invite même à vous rendre pour constater son état. Je viendrai. Et c'est l'occasion vraiment pour dire que tout implorer pour que cette voie-là puisse vraiment être réalisée. Nous pensons que c'est cette voie-là qui nous permettra vraiment de pouvoir faire la visibilité de notre commune. Et par rapport à la question des ressources, je pense que le financement de la décentralisation reste aujourd'hui une question cruciale pour toutes les communes. Et aujourd'hui, c'est à la fois une question qui fait que tout le monde, nous faisons le marathon de la mobilisation des ressources. C'est ça. Maintenant, à notre niveau, je pense que ce que nous devons faire, c'est de pouvoir créer l'économie locale pour pouvoir rassurer l'État central qu'elle peut toujours continuer à nous allouer des ressources. Oui, l'économie locale, ce sera à travers quoi? Oui. Vous avez un marché régional? Non. Vous avez d'autres activités? Vous savez, Kalalé, c'est comme vous le dites, ou comme vous êtes en train de le dire, Kalalé a ce qu'il faut, a toujours les ressources qu'il faut, parce que nous disposons d'une population qui travaille. La population, c'est une population travailleuse et un potentiel agricole, agro-pastoral en réalité, un potentiel agro-pastoral. Oui, je vous écoute. Et c'est ce potentiel-là que nous allons mettre en valeur. Aujourd'hui, au cours de notre conseil, on a créé une commission spéciale par rapport à une commission chargée des affaires agro-pastorales pour pouvoir vraiment impulser. C'est à travers ça que nous pouvons à Kalalé créer une économie locale pour satisfaire les besoins de nos populations. D'accord. Alors, vous avez beaucoup d'ambition quand on vous écoute, mais actuellement, notre pays, le Bénin, un peu comme beaucoup d'autres pays, vivent la pandémie du coronavirus. À Kalalé, quelle est la situation dans votre commune? Oui, actuellement à Kalalé, je pense que nous sommes épargnés. Avec le médecin-chef, on est toujours en collaboration. Et à la date d'aujourd'hui, on n'a eu aucun cas positif à Kalalé. Il faut déjà saluer l'effort du gouvernement qui a mis un centre de dépistage à Kalalé Centre. Et aujourd'hui, dans la commune de Kalalé, on n'a enregistré aucun cas. Tous les enseignants qui gardent les classes de CM2 ont été dépistés. Tous les agents de santé, quel que soit le privé ou le public, ont été dépistés. Aussi, des cas suspects ont été dépistés, on rend grâce aujourd'hui que Kalalé est épargné jusqu'à présent. Mais est-ce que la population respecte les mesures barrières? Oui, nous avons commencé la sensibilisation, nous sensibilisons chaque jour. Et aujourd'hui, la population était réticente dès le début par rapport à la distanciation sociale dans les mosquées, tout ça là. Mais je pense que depuis la semaine passée, tout le monde est rentré dans les parcs, dans les mosquées, les gens ont commencé, puisque la population comprend qu'aujourd'hui, c'est très important d'observer ces mesures-là. Oui. D'accord. Est-ce que Kalalé dispose de tous les services sociaux ou services déconcentrés de l'État? Bon, en grande partie, nous disposons de ces services-là. Je pense que nous disposons, les centres de santé sont là, et les centres, il y a la direction de l'agriculture aussi qui est là. Je pense que nous disposons quand même si ce n'est pas en totalité, une bonne partie des services. D'accord. Avant de vous laisser partir, monsieur le maire Tidjani Bani-Chabi, qu'est-ce que vous n'aurez pas réussi à faire et que vous regretterez au bout des 6 ans, c'est-à-dire au terme de votre mandat? Déjà, je formule le vœu de ne rien avoir à regretter à la fin de mon mandat. Servir Kalalé et sa population, c'est mon leitmotiv. C'est ça. Et je pense avec le concours de tous, nous construirons un Kalalé meilleur au cours de notre mandat.
Et comme tout bon politique, vous avez un parrain politique à Kalalé, c'est qui déjà? Oui, je pense que quand on parle de Kalalé, tout le monde sait la personne qui est à Kalalé et qui a toujours été l'honorable maire Oseguéné. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Tidjani Badi-Chabi. Bien de choses à vos populations. Et nous vous souhaitons plein succès dans cette entreprise. Merci à Canal 3 pour l'opportunité. En fait, Kalalé est une belle commune avec une population travailleuse. Accompagnez-nous dans la mobilisation des ressources et pour lui donner une visibilité. Merci encore une fois. C'est ce que nous faisons. Merci à vous et très bonne journée du lundi. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Dans un instant, vous vivrez l'actualité dans son entièreté, le condensé de l'actualité. Ce lundi 29 juin 2020, c'est la revue de presse préparée et présentée par Assion Montagne Assion. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le quotidien du service public La Nation rapporte ce matin que l'évolution que la pandémie du coronavirus connaît depuis quelques jours au Bénin ainsi que les comportements qu'adoptent les populations ont amené le directeur départemental de la santé du Borgou, Ibrahim Mamassissé, à monter une nouvelle fois au créneau le jeudi 25 juin. C'est pour appeler les populations à prendre conscience de la présence de la maladie dans les 8 communes de leur département. Et comme on l'apprend tous les jours au Bénin, le nombre de cas contrôlés positifs à la Covid-19 augmente. À ce sujet, le quotidien Libération renseigne que 2 nouveaux cas viennent d'être enregistrés, alourdissant le nombre de décès qui passe désormais à 15. À ce jour, précise Bénin Intelligent, le Bénin compte 1149 cas confirmés, avec 827 personnes sous traitement, 306 personnes guéries. Loin de faire peur, ces chiffres convainquent définitivement de la réalité du mal au Bénin. Le journal de titrer laconiquement « Fuyez les mécréants ». Et déjà vendredi, au cours d'une séance scientifique spéciale tenue à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Achille Masugodji, académicien, déclarait et rapporté par le quotidien Fraternité, citation, « On peut raisonnablement penser, au regard de l'évolution de la situation et des chiffres chez nous, que l'Afrique sera probablement le prochain épicentre de cette pandémie. » Fin de citation. À cet effet, ajoute le journal, il pense que l'Afrique doit plutôt mieux se préparer, ne pas surtout faire du mimétisme et ne compter qu'avec ses ressources. Et puis, dans une interview accordée au journal Fraternité, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnaud Akakpo, dévoile ses priorités pour la mandature qu'il dirige, évoque les peines et difficultés de ses pairs opérateurs économiques liés à la pandémie de la Covid-19. Il confie par ailleurs qu'à cause de la Covid-19, 80% des entreprises déplorent une baisse du chiffre d'affaires. Il n'a pas manqué, selon le journal, de donner des conseils avisés aux jeunes entrepreneurs qu'il souhaite voir réussir dans la vie. Pour la nation, le gouvernement comprend les peines des populations et acteurs économiques dont les activités ont subi du fait de la maladie à coronavirus des bouleversements et ralentissements. Pour les soulager, une batterie de mesures a été prise à leur profit. Samedi 27 juin à Cotonou, d'amples explications ainsi que les conditions de jouissance de ces mesures leur ont été présentées. L'autre quotidien qui s'intéresse aux réponses du gouvernement aux conséquences de la Covid-19 rapporte que les mesures prises par le gouvernement pour aider à la reprise des activités économiques perturbées du fait de la maladie à coronavirus s'étendent à toutes les catégories socio-professionnelles et aux personnes démunies. Chaque cible bénéficie au prorata de ces conditions, pertes et besoins d'un appui conséquent de l'exécutif. Pour les hôtels non réquisitionnés par l'État, les restaurants et les agences de voyage, le gouvernement prend sur lui de leur payer des factures d'électricité et d'eau sur une période de 3 mois. Et pour que le Bénin puisse atténuer l'impact de la Covid-19, renseigne l'économiste, le Bénin vient de décrocher un appui pour relancer la croissance face à la crise de la Covid-19. Il s'agit d'une enveloppe financière d'une valeur de 29,23 milliards de francs CFA
approuvé par la Banque mondiale le vendredi 26 juin 2020. Dans la suite, Bénin Intelligence s'intéresse à ceux qui ont mis Cotonou dans le giron Union progressiste pour écrire que 61% des sièges en compétition, telle est la part que le parti du Baobab a pris à Cotonou lors des élections communales du dimanche 17 mai dernier. Si cette performance remarquable de l'Union progressiste dans la capitale économique a un nom, c'est bien celui du duo Sedami Fagla et Orden Aladatin. En matière de diplomatie, Nord-Sud Quotidien parle des 10 ambassades maintenues par le Bénin, quand le Challenge explique que le Bénin n'aura que 10 ambassades fonctionnelles sur les 84 ambassades et consulats à partir du 1er août 2020. Une volonté du gouvernement qui opère une modification totale de la carte diplomatique du Bénin. Dans les pêle-mêle, la presse du jour fait de son gros titre la panne d'électricité dans la zone aéroportuaire vendredi dernier et rapporte que le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, Jacques Paradis, présente ses excuses pour les désagréments et rassure sa clientèle. Un accident de la circulation dans la commune de Tchavrou que rapporte ce jour le journal Fraternité, qui informe que les victimes sont un homme et une femme. Les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées. Les survivants ont été immédiatement transportés à l'hôpital. Merci d'avoir suivi la revue de presse. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. 41 minutes après 8h et c'est ici et maintenant que nous mettons un terme à votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Demain, mardi, on vous retrouvera avec l'ensemble des chroniqueurs pour vous apporter l'information où que vous soyez. Merci, très bon lundi, excellente semaine de travail et surtout gardez le sourire. Au revoir.